Bonjour, Monsieur Jaloud. Bonjour, Razak. Écoute, je me réjouis énormément d'être là, d'être avec toi et tout. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on discute un peu de toi. Tu es un entrepreneur un peu à succès, tu connais. J'aimerais bien qu'on parle un peu de toi personnellement, un peu de ta philosophie, de ton mindset et surtout le côté business. Tu es à la tête de 6 entreprises et comment tu fais manager, etc. Donc voilà. Mais quand même, je sais que beaucoup de monde te connaissent et pour le peu qui ne te connaissent pas, qui tu es, d'où est-ce que tu viens, etc. Est-ce que tu es nigérien, etc. Oui, merci Razak de m'avoir invité sur ton podcast. Oui, je suis nigérien. Je suis réalisateur de formation. Ok. Je suis directeur général et fondateur de plusieurs entreprises, notamment dans le domaine de la communication, dans le domaine du bien-être. Tu peux citer Oui, par Artisan Production, par exemple. Depuis 2013 Non, Artisan, pas depuis 2013, depuis 2016. 16, ok. J'avais Nomade depuis 2013. Ah oui, oui. Oui, Nomade Production. De 2016, ok. 2016, Artisan Prod, puis tu as Omega Fitness Club 2019. Oui. Et 2020, tu as Mosaïque Magique, photographie. Oui. Fin 2020, tu as Mosaïque Barbershop. Barbershop, oui. 2021, tu as le Lady Space. Donc, salon de coiffure pour femmes. Pour femmes, carrément. Oui, pour femmes, carrément. Bon, on voulait créer un environnement dans lequel et les hommes et les femmes trouvent leur plaisir. Et ensuite, fin 2022, le H24, le restaurant and grill. Voilà. Et on sait que je remarque, par exemple, vous êtes DG partout. C'est vous qui l'idée dans toutes les entreprises, même chez les ladies. Non. Okay. Je ne suis pas DG partout. Il y a des entreprises dans lesquelles j'ai des gérants. Par exemple, Omega, j'ai un gérant. Oui. Par exemple, le barbershop aussi, il y a une gérante, et H24 aussi. Sinon, j'ai des gérants. Mais bon, c'est juste l'appellation francophone qui fait que bon, je suis directeur général, on m'appelle toujours DG et tout. Oui. Mais bon, je suis plus CEO de tout ça que directeur général. Ok, je vois. Ce qui m'intéresse, par exemple, vous êtes chez Artisan Prod, puis vous ouvrez barbershop, etc. Et là, c'est un peu carrément dans notre domaine. Là, c'est un peu la production, réalisation, et vous ouvrez salon de coiffure, salon de beauté, restaurant. Je sais que souvent, quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'idées, tout le temps. Comment vous faites pour de l'idée où vous dites, ok, je vais planer, puis je vais aller, puis je passe à l'action? Comment vous faites ce petit process et tout? Bon, d'abord, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui aime le challenge. Ok. Et pour la petite histoire, j'étais dans l'armée. J'étais à l'école des enfants de troupe. C'était à l'âge de quel âge? Depuis 13 ans, on était à l'école. On était à l'école d'enfants de troupe et tout ça. Et depuis cette période, j'avais beaucoup de fougue et tout. J'ai trouvé que l'armée n'allait pas assez vite à mon rythme. J'ai dit, bon, ok, je laisse ça, je vais aller encore plus vite. Donc, c'est ce qui m'a fait venir dans la vie civile, comme on dit. Et je suis rentré dans les affaires. J'ai toujours aimé explorer d'autres mondes, de nouveaux challenges. Et je vois des hommes d'affaires à succès un peu partout à travers le monde. Je dis, mais pourquoi pas? Et je suis quelqu'un qui n'éteint jamais une idée. Quand l'idée me vient, je dis, je suis capable. Donc, je pense que je suis quelqu'un de très hybride. J'arrive à m'adapter à tous les environnements et tout ça. Parce que c'était trop jeune en fait. Parce qu'à 13 ans, on écoute ce que nos parents nous disent. Quoi. Va faire ça, va faire ça, va faire ça. Après, votre papa, c'est un militaire aussi. Oui, il était militaire aussi. Moi, en fait, je suis perdu là-bas. Est-ce que je m'assois, je dis non? Ou bien en ce moment où vous regardez beaucoup de contenu, réalisation, etc. et que ça vous dit, bon, moi, je veux faire ça. C'était un peu... Pour la petite histoire, mon père, ce n'est que récemment qu'il a osé le dire, parce qu'en patriarche africain, on a toujours raison. Bien sûr. Ces dernières années, il m'a dit, jeune homme, tu as eu quand même raison d'avoir suivi tes rêves et tout. Oui, pendant une dizaine d'années, il ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que j'ai laissé
parcours pour lui brillant. J'aurais pu aller dans l'armée, continuer. Pour la petite histoire, j'étais major de promo. Quand on a fait le concours, je devrais aller au Sénégal et tout. J'ai tout laissé tomber. Il n'a jamais compris ça. Mais aujourd'hui, je me rappelle, on était en train de déjeuner un vendredi à la maison. Il me dit, petit, tu avais de la vision. Je n'avais pas compris. Et crois-moi, un papa africain qui dit ça, c'est de mettre tout l'orgueil de côté, toute la grandeur, l'immensité d'un père en Afrique et qui dit ça. Et ça m'a fait beaucoup plaisir et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé. Mais ça n'a pas été évident, effectivement. Dès 13 ans, je voulais déjà réaliser 1000 choses. Je sais que dans ma famille, la chose qu'on m'a le plus répété dans ma vie, c'est jaloux, tu es trop pressé. Oui, waouh, on garde le cap alors. Oui. Bon, avant je pensais que c'était un handicap. Aujourd'hui, je me rends compte que oui, j'avais toutes les raisons d'être pressé. Pourquoi aller doucement? Bien sûr. Non. Quand j'avais des rêves, j'allais, tu vois, et tout, oui. Et je pense que si j'avais attendu le temps, je n'aurais rien fait. Jamais. Non, moi j'ai créé le temps. Oui, parce qu'en licence, par exemple, vous étiez en licence, deuxième année, vous sortez un long métrage. Oui, clairement. D'ailleurs, je me rappelle que mes aînés me disent, mais bon, déjà tu as licence. Cherche un stage. Cherche un stage, attends de finir l'école. Et ensuite, ils me disent, mais pourquoi un long métrage? Fais un court métrage. Après, tu fais un moyen métrage. Après, j'ai dit non, non. Ça a sa place dans ma tête. Pour moi, ça peut avoir sa place ailleurs. Et j'ai fait La fille du gouverneur, long métrage, 52 minutes et tout, et on a assumé ça. Et vite fait. Ça a été un éclat. Ça a cartonné, 30 mars 2013, Niamey a entendu parler de nous. Bien, jusqu'à aujourd'hui, je ne voulais pas en parler parce que vous avez beaucoup parlé de ce tournage, etc. Et après, quand vous dites ça, juste au Maroc, vous avez été à l'université d'été à Paris. Vous êtes revenu, c'était en 2017, je pense. C'est ça. Vite fait, vous êtes très renseigné. Vite fait, non, j'ai appris mes cours. Vite fait, vous êtes rentré à Niamey. D'habitude, on veut rester, on veut explorer. Et là, vraiment, on y voit. Et ce qui m'a beaucoup attiré, en fait, c'est le passage à l'action. Parce qu'on peut avoir l'idée, je voulais faire podcast, je voulais faire ça, mais je prends un peu de temps. Parce que quelqu'un ne m'a pas répondu, je prends un peu de temps. Vous faites partie. Est-ce que vous avez quelque part des mains qui vous poussent pour que ça, ou bien des exemples, je ne sais pas comment, mais comment vous faites pour aller plus vite dans la prise d'action? Un bon croyant, je dirais la main de Dieu. Mais je pense que le déclic peut-être a été ma mère. Parce que oui, c'est quelqu'un qui a toujours couru à moi. Tout ce que je veux faire, elle n'a jamais dit non. Il y a des fois, je me casse le nez, je reviens. Je dis, maman, tu sais, ça c'était mauvais. Et on avance. Et elle n'a jamais m'a jamais coupé d'élan. Il fut un moment où toute la famille, ils disent non. Mauvaise idée, trop gros investissement, fais pas ça. Elle dit vraiment, j'ai sa baraka et tout ça. Et je pense que ça m'a aidé de savoir qu'elle était derrière. D'abord. Et ensuite, il y a le fait que je ne me suis jamais sous-estimé. Comment? Quand je parle, parce que il arrive des moments où je me parle à moi-même. Je me parle avec respect, je me parle avec estime, et je me dis à moi-même que je suis quelqu'un de grand. Est-ce que c'est la bonne méthode de j'ai une liste, je me réveille, je la relis? Non, j'ai jamais eu de liste, jamais dans ma vie, mais j'ai une vision de moi-même. D'accord. De moi-même, et quand je me projette, et je me dis que je peux le faire. Vous êtes un artiste en fait, et l'artiste est un peu plus du visuel. Je suis très visuel, oui. Et vous pouvez faire l'idée, tac, tout dans la tête. Non, clairement. Voilà. Je ne m'impose pas de limite. Dans mon moi qui m'encourage, c'est oui, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Et les premières fois, effectivement, j'ai essayé, ça a marché, ça n'a pas marché. J'ai pu avoir une base d'échecs qui m'a permis de réussir des choses. Avant, vous avez fait des choses qui n'ont pas marché? Oui, beaucoup. Vous parlez de ce qui marche? Juste quelques tournages. Le premier, c'était un peu dans l'humour à l'école, puis quelques films qui ne sont pas sortis, etc. Là aussi, je voudrais revenir après. Oui. Vous avez vu beaucoup. Comme vous savez, il n'y a pas que l'audiovisuel dans ma vie, il n'y a pas que le cinéma dans ma vie et tout. Quand je parle d'échecs, c'est d'ordre général, de toutes ces choses qui ont aidé mon mental, mon mindset. Ça peut être d'une omelette mal faite.
tu apprends et demain tu essaies de faire mieux. Vous voyez un peu. Donc ça va vraiment dans plusieurs ordres d'idées et tout. Mais oui, en audiovisuel aussi, dans l'événementiel aussi, j'ai eu des échecs. Beaucoup ne le savent pas. Il fut un temps j'étais dans la production musicale. J'ai produit des groupes dans le passé, dans les années 2010, à une certaine période, comme Onens, que les gens connaissent beaucoup. J'ai produit un groupe qui était à Maradi qui s'appelle For My People. J'ai produit un artiste guinéen qui s'appelait Vibe ici au Niger. J'ai produit Kal, que vous connaissez, qui chante très bien avec sa guitare. J'ai produit Biman, j'ai produit Al Radik, j'ai produit un autre qui a arrêté la chanson qui s'appelait Paz. Je ne le vois plus trop et tout ça. Donc tous ces gens, il fut une période où j'ai eu à les produire et tout ça. Mais bon, c'est un passé où les gens ne s'en souviennent pas, où très peu connaissent et tout ça. Là aussi, il y a eu des échecs, mais bon, c'est des échecs qui m'ont permis de vous endurcir. De m'endurcir déjà, mais de comprendre certaines façons de faire. De faire les choses, le business de l'audiovisuel, de la musique, du showbiz en gros au Niger et tout ça, vous voyez un peu. Donc oui, on parle plus de mes réussites que de mes échecs, mais j'ai plus échoué que réussi. J'ai eu plus d'échecs en arrière que de réussites, je veux dire. Mais comme on dit aujourd'hui, ce qui compte, c'est le présent, c'est ce qu'on a pu réussir. C'est pas ce qu'on a échoué. C'est pas ce qu'on a échoué. Ça fait du lourd et tout. Vous parlez souvent de Jeanne, ou c'est Anne, j'ai oublié, la femme de, comment on dit, Jean Rouge. Oui. Qu'est-ce qu'elle a eu? Non, on ne connaît pas. J'étais en juin 2016 à Paris. J'étais très concentré sur la question du cinéma du direct. J'étais très concentré sur tous les travaux que Jean Rouge a eu à faire au Niger. Et donc j'explorais cet univers-là. Et dans mes recherches, j'ai tapé l'adresse de la fondation de Jean Rouge. Et comme par hasard, c'était dans ma rue, avenue Montparnasse, 135. Donc j'ai tapé le map, je suis parti. Je viens, je tape à la porte, qui ouvre, une chaleureuse dame. Bonjour madame, bonjour, comment vous allez? Je suis à la recherche de la fondation Jean Rouge. Elle dit ok d'accord, ça tombe à pic, je suis la femme, la veuve de Jean Rouge puisqu'il est décédé. C'était elle, donc elle me disait qu'elle était en train d'aller à une réunion effectivement avec le président de la fondation et tout ça. Puis je l'ai suivi, vraiment sur constance de la vie et tout ça. On a été de très bons amis, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé, elle m'a ouvert les portes, elle m'a même offert un livre de Jean Rouge, je me rappelle. Et le noir et le blanc, je pense, deviennent amis, un truc comme ça. Un très beau livre qui racontait un peu la traversée du fleuve Niger, depuis le Fouta en Guinée jusqu'au Nigeria. Les Jean Rouge l'ont fait dans les années, je pense, 57, non 47. C'était très bien. Ils connaissent très bien le territoire. Oui, clairement. Donc là, on parlait un peu beaucoup trop de cinéma. Ce qui m'intéresse plus, c'est un peu votre côté business. On disait que vous avez lancé, puis lancé. Et par exemple, on sait que dans un business, ce qui est un peu difficile, c'est faire entrer des clients. Et quand vous ouvrez, vite fait, ça prend. Et comment vous faites derrière ce petit calcul? Je pense qu'un business, avant de se lancer, il se réfléchit. C'est très important. Parce que aujourd'hui, tu peux vendre exactement le même produit au Niger qui marche et que tu l'amènes au Soudan et qui ne marche pas. Bien sûr, Donc il faut avoir le bon produit au bon endroit. Au bon endroit, oui. Au bon moment, c'est encore mieux. Déjà, mais ensuite, il faut entreprendre dans quelque chose dans lequel tu sens. Vous savez, il y a un sixième sens en tout. Aujourd'hui, si je vous dis, bon, j'ai envie qu'on fasse un sport demain. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je vous cite 10 sports que vous n'avez jamais fait. Vous allez avoir un sixième sens pour un sport qui vous allez dire, bon, je pense que je peux faire ça. Moi, je vais assez souvent dans des business où je sens que je peux apporter quelque chose. Il y a des business aujourd'hui, je sais que même si je me lance, je vais être spectateur. Et j'aime être acteur dans mon business. Et donc, toutes ces choses, toutes ces choses que vous citez, à un certain moment, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose.
Okay. Le seul qui, vraiment, c'était plus par pression sociale que j'ai faite, c'était le salon de coiffure pour femmes. Okay. Parce qu'il y avait le salon de coiffure pour hommes. Et là, le besoin s'est créé. Et puis le besoin, on demandait. C'était le seul business où ça ne venait pas de mon cœur, mais quand même, ils m'ont convaincu que c'était une bonne idée de le faire. Et je l'avais fait. Oui, parce que même moi, au début, je me disais que c'était ça. Parce que souvent, on a 2-3 clients et à chaque fois, ils vont nous dire, bon, nous, on ne sait même pas où manger à midi. Ah, donc eux là, ils ont besoin d'un resto. Oui, clairement. Je m'investis dans le resto. Clairement. Mais derrière, je me dis, ok, en plus, ce qui m'appuie, c'est que quand vous faites un projet, vous ne dites rien. Vous faites du make it before to show it or fake it. Quoi. Et voilà, donc c'était un peu ça le tout. D'ailleurs, pourquoi vous faites ça? En fait, j'ai une philosophie. Okay. Moi, pour moi, le résultat est beaucoup plus important à mettre en valeur que le processus. Okay. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux créer une entreprise, aussi grande soit-elle, je ne fais jamais d'ouverture officielle. Ou aujourd'hui, je mets du lighting là-dessus. Non. Je la laisse parler d'elle-même. Je la laisse grandir et elle fait son petit bout de chemin. Toujours, toujours. Et c'est ce que je vais conseiller à beaucoup de gens. Quand ils lancent un truc, préparez-vous d'abord. Il faut que lui, le produit, soit totalement complet. Fort, complet, qu'il soit totalement, comment on dit ça, libre d'aller au plus loin qu'il peut, que de parler du process. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça tout ce que je fais. Oui, mais souvent le process. Je n'en parle pas avant d'avoir déjà accompli ça. Ok, je vois. Parce que le process c'est bon pour le teneur de projet. Il va avoir des hauts, des bas, etc. Si ça ne marche pas et tout. Maintenant, clairement, mais sans communiquer dessus. Oui, bien sûr. Je n'ai pas besoin de communiquer sur le process. Non, sauf si la question se pose. Oui, le communiquer, c'est un peu le public victory. Et le private doit être plus grand. Oui, mais c'est en poste, tu vois un peu. Parce que là, si je dois parler des victoires que nous avons pu faire, je dois d'abord gagner. Bien sûr. C'est après avoir gagné que tu parles de la victoire. Bien sûr. Vous voyez un peu. Donc, on ne parle pas d'une victoire avant qu'on ait gagné. Donc moi, pour moi, on lance le business d'abord. Le business déjà s'affirme. Et ensuite, là, on peut parler du process, pourquoi pas. Du process, ok, je vois. Donc, vous lancez, par exemple, pour revenir dans la photo, par exemple, Mosaïque, et c'est que beaucoup de photographes, on voit même citer beaucoup Maurice, etc. Ou bien, bon, c'est aussi des maisons et tout. Mais c'est toujours le photographe qui est au milieu. C'est lui la star. C'est lui, s'il n'est pas là, le client n'est pas content. Vous, quand vous avez créé Mosaïque et tout, en fait, c'est pas jaloux de quoi. Oui, clairement. Moi, ça me fait, comment vous avez fait ça et tout? Aujourd'hui, peu d'entre nous connaissent qui a créé Mercedes, à qui ça appartient. Wallahi. Pour moi, c'est la marque. C'est pas l'humain qu'on doit mettre devant. Je voulais créer une marque qui, même après moi, restera une marque. Vous voyez un peu. Et je voudrais que cette marque ne soit pas subordonnée à ma présence ou à mon intelligence. Certes, moi, je lui ai insufflé la vie. Mais pour moi, elle peut aller encore plus loin d'elle-même. Plus loin, oui. Mais bon, après, est-ce que c'est un long travail derrière ou bien ça vient comme ça? Je ne sais pas. Voilà. C'est un long travail derrière parce que déléguer n'est pas facile. Voilà. Et quand on est dans un pays comme le Niger, ou quand on délègue aux gens, soit ils nous trahissent, soit ils dorment sur notre business, soit d'une façon comme d'une autre, ils ne s'arrangent jamais à faire comme si c'était le leur. C'est un défi constant. Est-ce que vous offrez des parts, par exemple? Parce que souvent on dit pour que la personne travaille comme si c'était sa boîte, il doit avoir des parts. J'ai eu à faire une expérience sur l'entrepreneuriat à deux, sur cette histoire de parts. Je n'ai pas sorti une bonne expérience. Je ne me sens pas prêt encore pour le moment. Parce que pour moi, c'est une lancée qui a besoin d'un capitaine pour le moment. Maintenant, après, peut-être dans d'autres domaines, peut-être dans le même domaine, plus tard, oui, je peux penser à ouvrir ça. Mais pour le moment, vu l'expérience encore fraîche que j'ai préféré ne pas. Oui, elle est fraîche. Elle date de 2014, mais elle reste fraîche quand même. Au moins de 10 ans. Oui, 9 ans. 9 ans. Wow, c'est quand même... On va appeler Forbes. Vous avez combien au total d'employés autour de 5-6? Ça varie. Ça varie. Je pense que mon maximum était 70. En tout cas, pour une moyenne de 40. Constamment, j'ai 40 employés. 40 employés. Constamment. Chez nous, on peut maintenant, souvent, on va à 60, 70. Vous dites?
Je dis chez nous, on ne parle pas trop de chiffre d'affaires, j'allais vous poser la question. Je n'ai pas de problème à parler de chiffre d'affaires. Ok. On va à 500 millions de chiffre d'affaires. Le tout en moyenne. Ok. Et 500 millions selon vous, c'est bon? C'est très bon? Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Vous connaissez on est beaucoup trop pauvre pour se contenter de ça. On a besoin de beaucoup plus que ça. Ok. On a besoin de beaucoup plus que ça. Et quand vous voyez l'écosystème où tout coûte extrêmement cher au Niger, rien n'est accessible. 500 millions au Niger, c'est pas grand-chose. Et voyez ce que les impôts perçoivent. Les marges sont bonnes. Les marges sont bonnes. Les marges, je ne dirais pas qu'elles sont bonnes parce que quand vous regardez en face, l'électricité coûte cher au Niger, Internet coûte cher au Niger, le carburant coûte cher au Niger, tout coûte cher au Niger, donc du coup, vous ne voyez pas passer la marche. Vous ne voyez pas passer la marche. Mais on tient, on avance avec du courage. On peut escaler selon vous, on peut agrandir quoi. Selon vous, le chiffre d'affaires que vous avez maintenant, oui, clairement. Ça peut s'agrandir. Clairement, j'ai un objectif de 1,5 milliard d'ici les 1 an à venir. Les 1 an à venir. Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Je vous, souhaite ça. Merci beaucoup. Oui, ou de passer, bien sûr. Merci. Et donc, par exemple, dans vos différentes entreprises, souvent, oui, on aime un secteur. On se lance dans le secteur. Mais il va s'avérer qu'après, c'est un autre secteur qui va donner plus, ou bien on va un peu plus aimer un autre que d'autres. Est-ce qu'il y a un exemple, par exemple, dans vos différentes boîtes? C'est-à-dire un secteur qui marche plus que l'autre. Ou que vous aimez aujourd'hui, un peu, que vous pouvez vous chuchoter, quoi. C'est comme me demander mon enfant préféré parmi mes enfants, je ne le dirai pas devant la caméra, c'est sûr. Mais souvent, en fonction des périodes, vous avez des entreprises qui sont plus performantes que d'autres, tout simplement parce que c'est la période. Oui, COVID. Et vous avez celles qui, sous l'orage, sous le vent, elles sont constantes, merci pour le mot. Elles sont constantes. On n'attend pas grand-chose, mais on sait que le minima est toujours assuré avec elles. Elle nous permet de gérer. Ah oui. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'il faut varier l'entrepreneuriat. Plusieurs domaines, je vais dire. Wow. Mais quand même, quand on regarde, c'est toujours un point angulaire. C'est un même cerveau qui a un même schéma de pensée et qui peut l'adapter, l'auto-cliquer et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre quelqu'un qui aime un peu trop et qui a un peu de fond et que vous pouvez lui faire un schéma ou qu'il veut se lancer dans un domaine? Ah oui. Vite fait. Je pense que je serais meilleur conseiller en investissement, en entrepreneuriat, qu'il y ait beaucoup d'enseignants dans ce domaine. Wow. Parce que moi, j'ai vécu l'échec. Je ne l'ai pas appris à l'école, je l'ai vécu en live. Donc, j'ai été en contact avec les réalités du terrain. J'ai pris des décisions qui n'ont pas marché, j'ai pris des décisions qui ont marché. Donc, aujourd'hui, effectivement, si j'ai quelqu'un qui veut que je le coach, qui a les moyens de s'investir, non, je pense que... Là, on fait un appel de fond. Là, vous recevrez beaucoup de messages cette semaine. Non, c'est clair. C'est clair que, oui, la meilleure expérience, c'est d'avoir été au lac. On ne peut pas parler du lac si on n'a pas été, si on n'a pas vu le crocodile, si on n'a pas traversé le lac et tout ça. Ça, c'est clair. Donc, oui, clairement, il faut vivre. Il faut vivre l'entrepreneuriat pour parler. Sinon, on va être juste des historiens de l'entrepreneuriat. En fait, souvent, c'est ce qui me désole souvent, parce qu'on dit entrepreneuriat. Quand tu commences, prends juste la casquette du business owner. Tu es un monteur de business. Donc, toujours un monteur de business dans sa tête, c'est est-ce que je suis rentable? Rentable ou pas, si tu as des clients, tu peux être OK, je vais continuer cette fois. Absolument. Mais quand on prend la casquette de business et entrepreneur, on tombe dans la boule de les patrons, etc. On vous met dans la grande salle, on vous fait formation, on vous vend des trucs et après, on ne s'en sort pas rapidement. Et je ne sais pas ça, comment est-ce que c'est juste au niveau des entrepreneurs ou bien des débutants ou bien c'est un peu une mode qui va avec Est-ce que selon vous, on peut dès au début faire OK, je prends juste la casquette du gars qui veut lancer un business et que ça va marcher au lieu du gars qui veut entrepreneur et tu tombes dans le lifestyle. Et du coup, tu rates souvent, tu oublies d'étudier comment faire une proposal, comment apprendre la négociation, etc. Je suis quelqu'un qui s'adapte au terrain. On dit qu'on ne crée plus rien aujourd'hui, on transforme. La roue, oui. Et
toutes mes entreprises au Niger, quand vous regardez avec un œil d'analyste, vous verrez que ce n'est pas des choses qui n'ont pas existé. Oui, oui. Il y avait des salles de sport. Bien sûr. Il y avait des agents de prod. Il y avait des salons de coiffure. Mais j'ai tout fait pour que ces domaines dans lesquels j'ai accepté d'investir, que je puisse monter la barre très très haut. Aujourd'hui, très modestement, quand vous dites studio photo, Mosaïque va quand même planer un peu dans vos têtes. Oui. Quand vous dites salle de sport, Omega va quand même planer dans vos têtes. Quand vous dites boîte de prod, Mosaïque va quand même, artisan prod va planer dans vos têtes. Donc c'est ce que j'essaie de faire avec mes différentes entreprises. Je ne veux pas juste être là. Bien sûr. Non, je veux qu'on sache que je suis là. Et je veux répondre à un besoin qui existe, qui tout le temps est encore plus, il est renouvelable, mais encore plus exigeant. Donc, quand on est venu au Niger, quand j'ai mis tout ça en place, je me suis dit, bon, ok, partout, je vais plafonner. Et je ne me suis pas arrêté. Et je pense que je ne m'arrêterai jamais. Oui, mais quand même, quand je regarde, par exemple, sur un des domaines, on peut aller plus. Par exemple, les salles de sport, on peut faire une franchise, aller à Maradi. On sait qu'au Niger, l'un des publics, les expats, les citoyens, etc., vous avez beaucoup de travailleurs et tout. Et ils ont plus, ce sont un peu les meilleurs clients pour les salles, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà, donc on en a à Maradi, le besoin à Difa, etc. Je sais que sûrement vous êtes posé cette question, est-ce que je ne vais pas me franchiser ou aller un peu plus? Mais pourquoi vous êtes juste resté de l'autre côté, quoi? Non, ce n'est pas une question que je ne me pose pas. J'ai ce projet d'élargir les entreprises et tout, mais j'ai besoin quand même que les entreprises prennent leur maturité. Par exemple, aujourd'hui, la salle de sport, elle vient d'avoir 5 ans quand même. Et à partir de 5 ans, effectivement, je suis en train de réfléchir. Elle est grande en plus, quoi. Merci. Voilà pourquoi je dis. Effectivement, 5 ans. Et je pense à ouvrir un peu partout. Mais ça demande des moyens financiers, matériels. Des ressources humaines de qualité. Mais c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de réfléchir et je pense qu'on va en arriver là, Inch'Allah. Les ressources financières, on a les banques, beaucoup de banques à Niamey, au Niger, plus de 11 et tout, surtout des banques d'investissement et etc. Ou bien vous faites tout à fonds propres? Les banques, non, je ne fais pas tout en fonds propres. J'ai commencé sur fonds propres, c'est sûr. Mais les banques au Niger, ils accompagnent, les intérêts sont ce qu'ils sont. C'est que 10% ou bien voilà, 10, 11. 10% encore, il faudrait que vous ayez de la chance. C'est de l'ordre de 11, 12%. Et à l'investissement, c'est très difficile. Bon, moi, je ne suis pas encore au niveau d'investissement. Moi, je suis au niveau de la pérennisation, parce que ça existe déjà. C'est du concret et tout ça. Mais bon, je pense que les prochaines années nous diront un peu comment est-ce que ces entreprises-là vont pouvoir se franchiser au mieux, sinon au moins voilà, des expansions, des duplicata un peu partout. On pense à ça, mais on essaie d'abord de les renforcer. Parce que si on les éparpille, on peut les affaiblir. Mais c'est pas loin de nos têtes. Ça va, je pense que j'ai encore c'est Dieu qui rappelle son esclave, parce que nous sommes les esclaves de Dieu. Mais je vais dire, je pense que j'ai encore des années devant moi, Inch'Allah, qui vont nous permettre encore d'avoir des très grands rêves. Je vois même au-delà du Niger. Je vois Omega à Brazzaville, pourquoi pas? Inch'Allah, Abidjan, pourquoi pas? Dakar, pourquoi pas? En France, bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et voilà, donc pour aller un peu le marché à l'étranger et tout, est-ce que, par exemple, je vois beaucoup à Abidjan, vous partez beaucoup en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un peu toujours pour des productions ou bien vous voulez aussi lancer quelque chose? Je voyage beaucoup, effectivement. Je vais à Abidjan assez souvent. S'inspirer, mais pour moi, voyager, c'est aller à l'école. C'est important de voyager. Non, votre école, c'est un peu la vie, quoi. Oui, absolument. Mais quand on voyage, on apprend de nouvelles choses. Ou ça nous permet de juger, en fait, notre force de frappe ou notre faiblesse de frappe.
Okay. Donc, ça nous permet effectivement d'avoir une espèce d'indicateur sur là où nous sommes par rapport à la marche du monde et tout ça. Ok, ouais, je vois bien. On a un peu parlé de votre côté production et tout. Je voulais qu'on parle un peu du pays, quoi, du gouvernement, comme on dit, les investissements. On a beaucoup d'investissements, aides, etc. Et quand on regarde vos entreprises, c'est un peu les types d'entreprises qui ont juste le marché comme client, n'est-ce pas? Le marché du jour au jour et tout. Et certaines. Voilà, certaines, bien sûr. Comment vous voyez toutes les aides en fait, humanitaires, etc., pour un peu l'économie du pays et tout? Comment vous les voyez, quoi, et tout? Les aides humanitaires? Oui, les aides humanitaires ou bien les aides accès investissement. À chaque fois, on voit investissement pour projet et tout. Mais c'est qu'en fait, les clients de ces entreprises, souvent, c'est un peu le gouvernement ou bien les organismes humanitaires eux-mêmes, en fait. C'est juste un peu là de ça je parle. Est-ce que vous voyez plus des boîtes qui sont axées marché ou bien des boîtes qui sont axées grandes institutions? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu dedans que nous sommes. Je pense qu'on ne peut pas s'offrir le luxe de se fermer dans un seul type. Okay. On doit faire avec tout le monde. Tout le monde. Okay. C'est comme vendre des oranges, on vend à tout le monde. Okay. Donc sinon, si on choisit, je vais dire aujourd'hui, si on choisit à qui on vend, on ne va pas s'en sortir. Oui, bien sûr. On ne va pas s'en sortir, c'est sûr. Donc, que ce soit les institutions de l'État, que ce soit des institutions internationales, que ce soit les vendeurs de canne à sucre, tant que nous, on peut travailler pour eux, pourquoi pas. Okay. C'est du commercial que nous faisons. Okay. Donc, nous vendons à qui achète. Okay. Nous vendons du licite. Oui. Donc, il n'y a aucun problème à ça. Oui. Ah, d'accord, je vois. Je voulais aussi vous poser un peu la question. Vous dites, suis tes rêves et ils connaissent la route. Expliquez-moi un peu. Parce qu'on a souvent des rêves, après on se dit, bon, ça là, je vais être astronaute, puis jeune et tout. La citation ne vient pas de moi, déjà, mais c'est une citation que j'aime beaucoup. Suivez vos rêves, ils connaissent la route. Pour moi, c'est vraiment une belle métaphore pour vous dire de ne pas vous inquiéter. D'accord. Ne vous posez pas trop de questions. Tant qu'il y a quelque chose qui vous passionne, foncez dedans. Même si on ne gagne pas. On finira par gagner, je pense. Il n'y a pas un domaine qui ne paye pas. Dans la vie, il n'y a pas. Sauf si on est au mauvais endroit. J'ai vu des dames qui font de l'argent parce qu'elles sont des pleureuses professionnelles. Ça nous amuse. Mais c'est une façon de vous dire qu'il n'y a pas de faux métier. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, vous pouvez juste venir signer. J'ai vu un monsieur, son travail, c'est personnaliser les véhicules Rolls-Royce. Et il vient, il fait cette ligne rouge sur les Rolls à la main, d'un bout à l'autre. Je sais qu'il gagne sa vie mieux que moi. Bien sûr. Non, vous voyez un peu. Donc du coup, il faut suivre ses rêves. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut aller. Et ça finit par marcher. Si des joueurs comme Ronaldinho n'ont pas suivi leur rêve, est-ce qu'ils auraient été des grandes pointures aujourd'hui? Je ne pense pas. Ils allaient, je vais dire, être dans des domaines qui ne leur plaisent pas forcément. Et je ne pense pas qu'on peut exceller dans un domaine qui ne nous plaît pas à la base. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut, je sais que c'est oui, vous allez me dire, est-ce qu'on peut aller rapidement et faire du très bon travail à la fois? J'arrive à le faire. Oui. C'est que c'est possible. Ok. Est-ce que, par exemple, vous vous formez, c'est sûr? Sur le tas, j'ai des formations universitaires, notamment dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel et tout. Mais je n'ai pas de formation en coiffure. Je n'ai pas de formation en coaching sportif et tout ça. Mais je m'informe. Je m'informe et je recrute des professionnels à travers lesquels j'apprends. Je fais des recherches, je participe au montage et à la production de ces différentes entreprises-là. Ce qui fait que oui, ça me fait des sacrées expériences. Wow, je vois. Je voulais un peu revenir sur votre côté artiste. Par exemple, dans le mythe de la mort, on voit au début, c'est un griot qui raconte. Ça m'a trop plu, ce petit côté. Comment vous avez, je ne sais pas, enfin, c'est toujours des questions artistiques. Et l'artiste, souvent, il conduit, il reçoit des idées. Oui, clairement. Voilà. Clairement. Dans le mythe de la mort, j'ai fait le choix de mettre un parolier qui était là avec
avec son assistant musicien pour nous avertir sur l'environnement déjà dans lequel je voulais que les gens embarquent. Et l'Afrique étant quand même le berceau de l'oralité, j'ai voulu à travers cette introduction faire comprendre à ceux qui ne le savent pas déjà que les transmissions en Afrique, que les histoires en Afrique, que tout ce qui est de l'ordre de la transmission, pour me répéter, a été essentiellement oral avant les écritures. Et comme je suis quelqu'un qui est passionné par l'oralité africaine, j'ai choisi effectivement que ce personnage, à qui d'ailleurs je rends hommage, aujourd'hui Dieu l'a rappelé, c'était une belle expérience avec lui, c'était la première fois qu'il prestait au cinéma, qu'il était vraiment, il a joué le jeu, et je pense que où il est, ça reste une expérience qu'il a pu vivre. Donc c'était vraiment pour introduire le voyage auquel je voulais faire participer les téléspectateurs. J'ai vu aussi, vous avez fait embarquer Hadiza Ousmane, je pense. Ou Hajara Ousmane. Hajara, oui, Hajara Ousmane. Il y avait un peu beaucoup de nationalités. Oui, effectivement, elle venait du Nigeria. Elle venait du Nigeria, c'est une très grande star, 40 ans de théâtre. Donc ça a toujours été quelqu'un avec qui je voulais travailler. D'ailleurs, il y a 3 personnes avec lesquelles je voulais travailler dans le domaine du cinéma. J'ai réussi 2, j'ai pas pu une. Les 3 personnes. Elle vit toujours la 3e. Vous allez le savoir. La première personne, c'était Yazi Dogo. Je voulais à tout prix bosser avec Yazi Dogo et j'ai pu avec le Mythe de la Mort bosser avec Yazi Dogo. Je voulais bosser avec Hajara Ousmane parce que j'étais très fan d'elle et je pense qu'elle joue très bien, elle est très vraie. On a pu travailler ensemble avec elle. La 3e personne n'est plus là malheureusement, c'est Ibro du Nigeria. J'ai toujours adoré regarder ses films. Je pense que c'est un environnement à lui seul. Il a su créer un type de cinéma à sa façon, l'imposer et malheureusement, je n'ai pas pu collaborer avec lui. Je reste sur ma faim. Mais quand même, j'ai eu la chance de collaborer avec ces deux-là. Pour la petite histoire, Yazi Dogo, Le Mythe de la Mort était le dernier film qu'il a fait avant de perdre la vue. C'était vraiment son dernier film avant de perdre la vue. Voilà, on garde de très beaux souvenirs. On garde de très beaux souvenirs avec lui, il y a l'âge et tout ça. Mais c'était aussi, je ne l'ai pas suffisamment dit, mais c'était aussi vraiment un film pour lui rendre hommage à lui aussi. Si vous avez vu, c'était lui qui était l'acteur principal. Non, il n'était pas acteur principal, mais les anciens, c'était lui qui était le chef, si on veut l'appeler, des anciens. Pour proposer. Tout. Oui, je voulais un rôle central pour lui, pour le marquer à l'écran. Donc c'était vraiment pour ça et je l'ai beaucoup mis en avant, même sur l'affiche officielle du film, il était dedans et tout. Et je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour quelqu'un qui a fait quand même rayonner le nom du Niger. Donc vous avez des mentors et tout. Oui, si vous voulez. Pour moi, Yazi Dogo, au-delà d'être un mentor, c'est quand même quelqu'un à qui on doit de la lumière. À qui on doit de la lumière, parce que c'est des gens qui ont fait 40-50 ans de théâtre à la télé. Donc vraiment, ils ont été les précurseurs effectivement de ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Donc oui, on leur rend hommage aussi à notre manière. Merci beaucoup pour cette parenthèse. Avec plaisir. Est-ce que vous allez écrire des bouquins? Parce que vous dites, vous pouvez faire suivre quelqu'un pour se lancer dans un domaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est nombreux à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais après 6 mois, tu te rends compte que en fait, ta proposition n'était pas bonne parce que tu n'as pas fait ça. Ou bien tu n'as pas été chercher les clients là où tu devais aller. Ou bien tu viens de commencer, ne cherche pas les grosses institutions, ça fait 3 mois avant même d'accepter les proformas, etc. Va vers les petits clients et tout. Vous voyez, tout ça, on l'a appris avec beaucoup de temps, beaucoup d'échecs et tout. Ça serait vraiment intéressant s'il y a des contenus qui disent « Ok, faites ça ». Parce que derrière, les gens pensent beaucoup « Ah non, c'est du PAC, c'est du parent, ami et connaissance, etc. » Alors que bon, si on regarde un peu, c'est un peu de la science, quoi. Si le rendez-vous n'a pas bien marché, c'est que tu as mal négocié. Si tu veux un peu plus d'avoir de données pour négocier, fais beaucoup de rendez-vous ou bien apprends quelques livres, Rick Ross. Mais comment vous voyez, est-ce que vous pouvez accompagner sur ça, je ne sais pas et tout.
Vous pouvez faire un petit bouquin et tout. Si jamais j'ai la chance d'avoir un éditeur, peut-être je peux penser à écrire un livre. Mais écrire un livre, pour moi, ça demande du recul, ça demande du temps. Bien sûr. C'est que je n'ai pas en ce moment. Je suis quelqu'un qui court beaucoup et tout. J'ai peur que mon livre prenne 5 ans avant de sortir. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, effectivement, c'est le cheminement qui compte pour la rédaction d'un livre et tout. Mais oui, il n'est pas exclu que je parle de mes expériences dans un livre. Mais je pense que j'en ai encore, Inch'Allah, beaucoup à vivre. J'ai encore beaucoup à construire. Donc, peut-être que le livre il peut encore attendre pour ne pas qu'il soit un livre incomplet. Bien sûr, oui. En tout cas. Donc, si je comprends un peu votre philosophie d'un point de vue entrepreneurial, c'est je fais dans un domaine où j'aime. Si j'aime pas, je ne m'y vais pas. Souvent, soit que j'aime, ou que la demande est sur lequel mon sixième sens me dit d'aller. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est le flair. Oui, je vois. J'essaie de développer mon flair pour les affaires. Vous me direz comment? Je ne sais pas. Mais je pense que je suis né pour faire des affaires. Oui. C'est là un peu le magique, quoi. Parce que souvent, c'est juste l'œil, quoi. Quelqu'un va vous parler de problème, un autre va essayer de consoler. Un autre va dire, oh, s'il y a un problème, c'est qu'il faut apporter une solution, c'est un angle d'attaque. Et c'est peut-être que c'est les deux choses, les deux différentes, où il faut avoir sûrement la mentalité de, il faut apporter des solutions. Voilà. Donc, je vous ai quand même eu beaucoup de temps et tout. Comment vous voyez un peu l'espace entrepreneurial et on peut conclure sur un peu votre mot de fin, l'espace entrepreneurial au Niger? Est-ce qu'il y a encore des possibilités pour les jeunes? Je pense qu'il faut inonder. Comment? Il faut inonder le pays. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple de Mosaïque Magique, aujourd'hui, on a Baobab Photographie, on a Ace On, on a Light On, on a Graphique, on a SOS Shooting, on a plein de gens qui sont venus et qui ont fait éclater le domaine. C'est bien, parce que là, il y a un domaine qui prend un coup, mais positivement, je veux dire. Les gars sont continuellement en train de level up et tout ça. Donc pour moi, aujourd'hui, les jeunes doivent s'accaparer de tous les domaines. Quand vous sortez d'un bout à l'autre, c'est des entreprises, c'est des institutions. Business, Vraiment, chaque couloir peut te donner une idée. Le seul mal qu'on puisse se faire, c'est d'attendre. Rester à la maison, attendre qu'on ait un boulot et d'avoir ce complexe de ne pas apprendre à faire quelque chose. Il faut apprendre à faire quelque chose. J'ai un ami, il a quitté le Togo. On jouait au basket avec lui. Nous sommes en 2011-12. On jouait au basket au stade général Séné-Kounché. Quand il venait à pied. On l'a amené ici pour travailler avec un monsieur. Avant la fin de l'année, il avait une moto. 2 ans plus tard, il avait des véhicules. Il avait des agents. Il avait son entreprise qui fait dans tout ce qui est aluminium, dans tout ce qui est alucobon, tout ça à Niamey. Et aujourd'hui, là où je vous dis, c'est l'un des hommes d'affaires jeunes de mon âge que je respecte le plus. Il a quitté le Togo. Comment il s'appelle? Il a quitté, je vais taire son nom, je ne sais pas s'il est prêt pour ça, mais c'est un exemple que je prends. Il a quitté père, il a quitté mère, il est venu dans un pays qu'il ne connaît pas, tout simplement parce qu'il sait faire quelque chose de ses mains, un peu de sa tête. Aujourd'hui, la dernière fois, il me disait qu'il était en Europe pour une formation, il est revenu. Et là, c'est un créateur d'emplois. Il a une 20aine d'employés. Pourquoi un Nigérien ne peut pas le faire? Bien sûr. On est assis, souvent, on est complexé par le diplôme. On est complexé par le diplôme. Les parents ne nous aident pas parce qu'ils disent « Ah, non, ce travail, c'est pour tel type de personne. » Non, pas du tout. Le plus important, c'est de travailler. C'est de manger à la sueur de son front. Et aujourd'hui, qu'on soit le fils du chef d'État ou du villageois qui laboure la terre, tant que le travail qu'on fait peut nous faire grandir, faisons-le avec toute fierté, sans complexe. Et moi, je n'ai pas de complexe pour travailler. Bien sûr. Donc il faut être focus, être sans complexe et de passer à l'action rapidement. Clairement. Il ne faut jamais attendre. Non. D'accord. Donc écoute, on est à la fin de ce podcast. J'aurais bien aimé parler de beaucoup de choses. Mais c'est pas voilà, donc je te remercie beaucoup. C'est avec plaisir. C'était un mot de fin.
Pour l'audience, je ne sais pas, les Nigériens, les jeunes, tout le monde. Je ne sais pas. Peut-être mon mot de fin. Business. Oui, oui. Deux choses. Ok. Puisque là, tu m'offres le micro. Okay. Avant de parler de business, okay. c'est la jeunesse du Niger. Okay. Il y a quelque chose dont on ne s'en rend pas compte qui détruit la jeunesse du Niger. C'est ce qu'ils appellent le buzz. Wow, oui, oui. Il faut qu'on fasse très attention. Oui, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites sur les réseaux. Oui, oui. Les gens sont plus occupés à faire du buzz qu'à travailler. Et là, ils ne s'en rendent pas compte, en fait, de la dépravation de marche que nous sommes en train de faire, oui, oui. du temps qu'on perd sur les réseaux sociaux, beaucoup, oui, oui. de la calomnie que nous sommes en train de faire autour de ça, et du mal qu'on se fait à nous-mêmes parce que les réseaux sociaux, c'est comme la vie. Okay. Une fois que vous crachez, vous ne pouvez plus ramener. C'est fini. Oui. Et il y a des gens, ça les rattrape. Oui, oui. Donc, oui, oui. Le buzz, les gars, on les met sur le côté, on travaille. Okay. C'est ce que j'ai à dire aux jeunes du Niger. On se focus sur le travail, parle. Focus sur le travail, c'est plus important. Aujourd'hui, je ne pense pas que les Japonais font du buzz. Ça ne les intéresse pas. Oui, oui. Les Chinois, ça ne les intéresse pas. Oui, oui. Il n'y a que les Africains que le buzz intéresse. Aujourd'hui, vous allez passer cette interview-là à la télé, très peu de gens vont la voir. Aujourd'hui, quand vous avez deux personnes qui vont parler de la vie de quelqu'un d'autre, bien sûr, oui, oui. Des millions de vues. Oui, oui. Non, ça c'est le tout cliché. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et vraiment, vis-à-vis des jeunes entrepreneurs, vraiment, c'est de se dire que la réussite n'est pas au premier essai. Ok, wow. Probablement pas au deuxième. Ok. Mais il faut quand même continuer d'essayer jusqu'à ce qu'on réussisse. Ok. Est-ce qu'il faut s'entêter? J'ai posé la dernière. Clairement, il faut du cran. Pour entreprendre, il faut du cran. Quand ça ne marche pas, je dois m'entêter toujours sur la même chose. On s'entête, mais pas face à un mur. Okay. Quand ça ne marche pas à gauche, on va un peu à droite. On va un peu à... Mais toujours en gardant le même objectif. D'accord. Ouais. Est-ce que si quelqu'un peut vous poser une question, où est-ce qu'il peut vous trouver? Vous êtes sur les réseaux? Il vous contacte. Vous avez su me trouver, il va vous contacter, vous allez me trouver. Je suis sur les réseaux, oui. Jaloud Zenou Tanguy. J'ai le même nom sur tous les réseaux. Je n'ai pas de pseudonyme et tout ça, non, pas du tout. Donc oui, je suis trouvable et assez souvent, quand je peux, je réponds aux messages, on discute avec plein de jeunes qui me posent plein de questions et tout ça. Et j'apprends aussi d'eux, j'apprends des histoires extraordinaires. Ouais. Allez, merci beaucoup. Mais c'est avec plaisir. Merci d'avoir permis que je sois sur ton podcast. Non, c'est plutôt moi qui vous remercie. Plaisir partagé. Allez.